Narcisse Katompa, CEO de Narcisse Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcisse Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. L'actualité, elle est africaine, vous le savez. La libération, mais alors définitive, sinon l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ces deux acteurs politiques, ces deux acteurs majeurs de la politique ivoirienne et surtout de la scène internationale. Je parle de Laurent Gbagbo. Finalement, ces deux acteurs ont été libérés. Il faut le dire, c'est un acquittement qui reste définitif. Pourquoi? Parce que c'est rendu en appel. Et donc, il faudrait comprendre aujourd'hui, cette libération ou cet acquittement ne devrait pas être, en principe, une raison de réjouissance ivoirienne. Ne devrait pas être, en principe, une raison de réjouissance africaine. J'ai vu les gens applaudir, j'ai vu les gens fêter, j'ai vu les gens être contents. Mais attention, au-delà de tout cet acquittement devrait nous inquiéter le plus que possible. Sinon, pourquoi on va placer quelqu'un en détention pendant 10 ans? Est-ce que vous imaginez ce que c'est 10 ans? Quelle est cette machine qui, pour entre guillemets, éclore la vérité ou participer au triomphe de la vérité, prendra 10 ans? Et maintenant que vous vous rendez compte que monsieur n'était pas concerné, et vous faites quoi en réalité? Souvenez-vous du cas de Jean-Pierre Bemba. On le garde un peu dans les mêmes conditions. Pendant presque 10 ans, le monsieur va être gardé là-bas, sans aucune raison valable, on va dire pour des raisons d'enquête, comme ils veulent bien le dire. Mais moi, je suis en train de vous parler d'une Afrique libre, d'une Afrique réellement libre. Et on ne peut pas être libre si on n'est pas libre dans la pensée. La véritable liberté, elle est d'abord une liberté de penser, une liberté de réfléchir, une liberté d'imaginer, d'inventer son propre futur. Depuis les indépendances, l'Afrique ne se réveille toujours pas. Il y a de semblants de réveil, Mais en réalité, ça n'a vraiment pas été des réveils historiques. Je veux dire, de réveils profonds. Et cette histoire embête plus d'une personne. Si nous regardons profondément les questions africaines, comment elles sont traitées, vous allez vous rendre compte que ces questions sont traitées avec beaucoup de légèreté. Avec beaucoup de légèreté. Vous avez une cour pénale internationale qui, au lieu de régler le problème, crée des problèmes. Une cour, je veux dire, à un moment donné, binocle. Une cour qui ne regarde pas dans la bonne direction, une cour qui regarde, une cour politique. On sait aujourd'hui que la CPI n'a jamais été une cour de justice. La CPI a toujours été une cour politique. C'est toujours une cour au service de ceux qui sont au pouvoir. D'un côté, au pouvoir entre les mains de l'Occident, d'un autre côté, entre les mains de ceux qui gèrent l'Afrique. Et puis quand vous regardez bien, entre ceux qui gèrent l'Afrique et l'Occident, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas deux pas. Ça veut dire, lorsque les dirigeants sont au pouvoir, ils aiment la CPI. Quand ils sont au pouvoir, ils aiment la CPI. Ils demandent à la CPI de mettre la main sur toutes les personnes qui sont contre, je veux dire, qui s'opposent à eux. On peut vous attribuer des choses, comme vous voulez. Bizarrement, d'un autre côté, il y a aussi des opposants qui, lorsqu'ils sont opposants, ils aiment la CPI, ils applaudissent la CPI. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils contredisent, ils disent non, il faut qu'on sorte de la CPI, il faut qu'on sorte de la charte, Mais en réalité, la véritable problématique, c'est la défaillance de la pensée, excusez-moi de vous le dire. C'est la défaillance de la pensée. Tout un continent
incapable de régler de ses propres problèmes de justice, incapable d'apporter paix, sûreté et sécurité à ses peuples ou à sa population. Et elle va donc se laisser entre les mains d'une cour qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne sait pas encadrer, mais c'est cette cour-là qui va, entre guillemets, régler les questions d'Afrique. Entre-temps, l'Afrique ne produit pas les armes. Entre-temps, l'Afrique ne produit pas des bombes. Entre-temps, l'Afrique ne produit pas toutes ces armes à destruction massive. Nous connaissons tous là où ces armes sont produites. Nous connaissons tous là où ces munitions sont produites. Nous le connaissons. Donc, nous vivons dans un monde où les fabricants de la terreur, lui, n'est pas inquiété, mais ce sont les exécutants de la terreur qui sont pris dans le filet. On peut appeler ça, en d'autres termes, une farce internationale, une farce de justice. Je le dis et je continue à le dire, ça fera peut-être 6 ans ou 7 ans, je dis la même chose. Tant que l'Afrique ne définira pas son propre modèle judiciaire, tant que l'Afrique ne définira pas son modèle de développement, son modèle de gouvernance, vous pouvez me croire, rien ne va se passer. Sinon, comment vous pensez vous développer avec les modèles des autres? Je ne sais pas comprendre. Comment vous allez vous développer sans un véritable modèle de justice, sans un véritable modèle économique, sans un véritable modèle architectural, bref, sans un modèle de pensée? C'est pas possible. Nous sommes en 1998, si je ne me trompe pas. La CPI va naître d'un constat historique. On va dire, il y a eu beaucoup de génocides, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est au départ que la CPI est biaisée. La démarche est biaisée lorsque la CPI dresse le problème ou la problématique. Parce qu'en dressant la problématique, c'est vrai, on se dit, il y a génocide, oui. Mais on ne pose pas la question de qui sont les auteurs mentaux, si vous voulez, mentaux ou moraux. Qui sont les véritables instigateurs du génocide? Ça, on n'en parle pas. On va se baser sur des petits criminels. Je le dis petits, pourquoi? Parce que ce ne sont pas eux les concepteurs. Ce ne sont pas eux les concepteurs. Le conflit de Hutu et les Tutsis, c'était un conflit qui a été monté, préparé, orchestré, de plans de maître de certaines officines. Mais tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'aller gauche-droite. Pour arriver à mettre le feu au Rwanda, mais il y a eu une main noire. Bon, je ne sais pas si je vais l'appeler une main blanche, mais il y a eu une main. Il y a eu une force extérieure qui a attisé le feu, qui a opposé les deux ethnies à leur guise. Et nous connaissons tous ces choses-là. L'histoire nous le rappelle. Mais quand la CPI dit, on va aller faire on va maintenant nous attaquer sur les questions de génocide, oui, mais on oublie aujourd'hui la question de l'incriminalisation internationale. On oublie aujourd'hui la question de la responsabilité des États et des chefs qui ont gouverné ces choses-là. La CPI avait déjà des problèmes au départ, déjà des problèmes. Le problème au niveau d'abord de la classification, sinon même de l'analyse du problème. Il y a eu un souci. Au niveau de la classification du dossier, il y a eu un souci. Et surtout au niveau de la définition des crimes, il y a eu encore un véritable souci. Deuxième chose, comment la CPI fait des enquêtes? La CPI n'enquête pas par son propre parquet. La CPI se ressource fondamentalement sur les ONG. Or, ces ONG sont financées par l'Union européenne, financées par les succursales internationales, par les maisons et les boîtes internationales, qui ont des intérêts que nous connaissons tous en Afrique. Alors, à un moment donné, je me dis, mais où on veut se tromper, où on fait semblant. Nous connaissons tous que toutes ces ONG-là, Women Rights Watch, toutes ces choses, toutes ces boutiques, mais on sait comment ça se comporte. Ça ne donne toujours pas des fiables informations. Très souvent, ça parle de petits criminels, mais jamais des grands criminels. Nous connaissons tous comment ces choses-là se font. Ces ONG internationales peuvent vous dire qu'il y a crime à l'est du pays, mais ils ne vous diront jamais comment les armes ont été achetées. Ils ne vous diront jamais comment les armes ont été achetées. Ils ne vous diront jamais comment ces avions atterrissent et font les pillages systématiques. Ces ONG n'indexent jamais les grandes puissances, mais parce que ce sont l'émanation des grandes puissances. C'est un peu comme des sapeurs-pompiers. Nous voulons justifier notre présence là-bas. Et pour justifier la présence, il faut qu'il y ait un chaos. Ben alors, pour que nous puissions être là, il faut qu'il y ait un chaos. Donc, créons le chaos, et puis on sera là. Mais c'est ça, en fait, vous allez loin pour rien. Eux-mêmes créent le chaos, et puis ils justifient leur présence là-bas.
Et vous allez vous étonner. Depuis Kala, Tokaka CPI, depuis Kala, Tokaka Monisco. Mais comment vous voulez que ça règle la question? Parce qu'une fois que c'est réglé la question, eux, ils n'ont plus la raison d'exister. C'est un peu comme vous voulez dire, nous voulons être un pays où il n'y a pas de malades, mais nous voulons quand même avoir des médecins. Mais c'est contradictoire. Les médecins doivent être là parce qu'il y a des malades. Le jour où les malades, le jour où il n'y a plus de maladies, il n'y aura plus de médecins. Plus de fautes, plus d'avocats. Mais alors, vous voulez quoi? Ils doivent justifier leur présence par rapport à la présence à Biloko. Mais tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. On a peur, on se tait. Il y a tellement beaucoup de choses ici, il faut le dire. Vous ne vous êtes jamais posé des questions. Pourquoi il n'y a jamais eu incrimination des grandes puissances ou des présidents des grandes puissances? Pourquoi ils ne sont jamais intéressés? Parce que la CPI, excusez-moi de le dire, hein, est une chambre qui ne s'occupe que des questions africaines et des questions orientales. Mais jamais sur les questions européennes. Vous n'entendrez jamais la CPI inviter Sarkozy. Jamais. On n'invitera pas pour ce qui s'est passé en Libye ou pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On n'invitera pas. Mais qui l'on va vouloir inviter? C'est Gbagbo, c'est Charles Blé Goudé, Alassane Ouattara. Pas question. Il ne faut pas l'appeler lui. Lui, il a été l'exécutant du projet français. On ne peut pas l'inviter. Il faut le laisser tranquille parce qu'il est Ouattara. C'est le produit de la France. Ben, il faut appeler Gbagbo parce que Gbagbo ne représente plus rien. Il n'est plus dans nos intérêts. Il faut l'écarter. Malcolm X dit ceci. Faites très attention avec les médias. Ils risquent de vous faire haïr les opprimés et vous faire aimer les oppresseurs. Faites très attention avec ce que la puissance internationale vous dit. Et moi, je continue à dire, tant que nous n'allons pas comprendre cette question, ça ne changera jamais. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose sur la suppression de la CPI ou le retrait de certains pays de la CPI. Mes frères, je vais vous dire la vérité. Je m'en moque que dalle. Que les gens, qu'on supprime cette histoire ou que l'on sorte de cette histoire, le plus important pour moi, je n'ai vraiment pas besoin de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Parce que les scientifiques disent, par exemple, si on supprime la CPI, ça va impacter dans les pays africains et tous les dossiers pendants vont être finalement relâchés et vont être abandonnés. Et tu vois, vous voyez, ça fera une sorte de prime à la délinquance. Nous, on n'est pas dedans. Si la CPI est supprimée, les pays africains prendront la responsabilité de leurs affaires eux-mêmes. Ce ne sont plus des petits-enfants. Il faut vous problème là-bas. Non, c'est des pays avec des hommes normaux. À un moment donné, on suppose que les pays avec des hommes normaux, ils vont définir leur politique eux-mêmes. Ou alors, si on se retire, moi, je n'ai aucun souci. Ne vous en faites pas. La CPI, je n'ai jamais été pour la CPI. Je ne serai jamais pour la CPI. Jamais. Je serai d'accord avec la CPI le jour où je verrai les autorités françaises, américaines, allemandes, ou espagnoles, ou je sais pas moi, anglaises, traîner en justice comme on le fait avec les citoyens africains, je comprendrai. Bon, les petits esprits vont dire, mais oui, vous savez, en Europe, on ne fait pas beaucoup de dégâts comme nous. Parce que vous n'avez jamais vu des églises, parce que vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais vu des hôpitaux être bombardés par les forces américaines. Parce que vous n'avez jamais vu en Libye comment ça se passait avec l'implication de la France. Parce que vous n'avez jamais compris ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce n'était pas les Ivoiriens entre eux, forcément. Non, c'était la main de la France. Et tout le monde le sait, je n'accuse pas la France, tout le monde le sait. Le Rwanda a accusé la France ici. Elle accuse la France tous les jours sur les génocides qu'il y a eu en France. Est-ce que vous avez entendu un truc? Est-ce que vous avez entendu, ne serait-ce qu'une ouverture d'un dossier quelconque là-bas? Donc, comment vous allez penser à cela si eux sont des financiers? Ce sont eux qui financent la Cour. Ce sont eux qui financent par des moyens colossaux la même Cour. Comment voulez-vous qu'on ait une justice si déjà elle est financée par les autres? Mais, au-delà de tout, Laurent Gbagbo est une question de méditation. L'Afrique devrait maintenant méditer. Devrait maintenant réfléchir en disant comment on fait. Moi, je parlais de l'Afrique, c'est vrai, je parlais de la CPI, c'est vrai. Maintenant, parlons-en de l'Afrique. Nous connaissons tous comment la justice africaine fonctionne, ou comment les justices de nos pays fonctionnent. Nous savons tous que c'est une parodie de justice. Tous les présidents africains veulent à tout prix séquestrer la justice à leur guise. Et tous nous le savons. Maintenant, en même temps, comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux si vous-même, au fond, d'abord vous-même au niveau local, vous n'arrivez pas à définir un modèle de justice? Les magistrats sont corrompus, les magistrats sont corruptibles, il y en a qui sont mal formés. Alors, comment voulez-vous avancer? Si les magistrats, pour être magistrats, ils ne passent pas par des tests sérieux, mais ils passent plutôt par des liens familiaux, par des liens tribaux ou par des liens de politique, comment voulez-vous? Ils prennent tout le chemin, sauf celui de la méritocratie. Vous n'allez jamais changer les choses.
Il faut, en principe, il faut que les pays africains se dotent d'un plan de justice, mais alors un plan sérieux de justice. Il faudrait que le pays couvre tous les crimes, allant du petit au plus grand. Il faudrait que nos justices soient en mesure de le faire. Ça veut dire, lorsqu'un rebelle ivoirien commet une bêtise, qu'on l'arrête en Côte d'Ivoire et qu'on le juge en Côte d'Ivoire. Mais encore qu'il faut que la justice ivoirienne ne soit pas influencée, ne soit pas inféodée par la politique. Il faudrait aussi que, par exemple, quelqu'un du Libéria qui a commis une erreur en Libéria soit jugé et condamné au Libéria. Mais il ne faudrait pas que la justice du Libéria soit la justice du président ou de la présidente. Un peu comme chez nous au Congo. Parce que l'intérêt d'un pays, c'est lequel? C'est que tous les fils de ce pays soient jugés sur le sol de ce pays-là. Parce que, imaginez, vous tuez les gens en Gaba et on va aller vous juger en Espagne. Pourquoi? Vous avez tué ici, on vous juge ici. Mais tant que nous n'avons pas défini le modèle de justice, nous n'avons pas encore compris le sens d'une justice libre et indépendante. Nous nourrissons les gestionnaires africains, parce qu'ils ne sont pas visionnaires pour la plupart des cas. Les gestionnaires africains estiment qu'une justice libre, une justice indépendante est une justice rebelle. Non, ce n'est pas une justice rebelle, au contraire. Lorsqu'une justice est libre, elle est indépendante, elle s'auto-nettoie. Elle s'auto-forme et puis elle s'auto-encadre. Elle travaille efficacement pour résoudre le problème de ce pays-là. Il y a un auteur, Maître Georges Kapiamba, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Il dit que depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, notre justice s'est améliorée de 30%. Je crois qu'il est le seul à voir des choses de cette façon-là. Où il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent les choses de cette façon-là. Mais à mon avis, 30%, je crois que c'est peut-être un peu trop. Mais alors, à un moment donné, je vais dire, si je dis que c'est trop, c'est par rapport à quoi? Parce que je n'ai pas les mêmes instruments que lui. Il a certainement fait des analyses avec ses instruments. Il s'est rendu compte que c'est peut-être de 30%. Mais ce que nous voulons, nous voulons une amélioration. C'est vrai, l'amélioration ne sera pas une amélioration spontanée. Ça serait une amélioration progressive. De 30%, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut encore évoluer, il faut encore aller de l'avant, il faut encore faire des gros efforts pour que ça marche. Parce que tout commence par le sérieux que vous mettez dans votre justice. Tout commence par ce que vous imaginez. Tout commence par la manière dont vous voyez votre politique. Vous voyez votre justice. Sinon, nous n'allons pas nous développer si nous ne définissons pas exactement c'est quoi le sens réel de notre appareil judiciaire. Jean-Pierre Bemba, pourquoi ne pouvait-il pas être jugé au Congo? On va dire non, c'est une question africaine, c'était vraiment pas au Congo qu'il a fait ça, c'était en Centrafrique. Et donc il ne pouvait pas être jugé au Congo. Très bien, donc l'intérêt de créer une cour pénale africaine est là. L'intérêt de créer maintenant une cour pénale africaine. Pourquoi vous n'avez pas une cour pénale asiatique? Parce que la Chine n'enverra jamais ses hommes, ses citoyens en dehors de la Chine. Impossible. Ils vont juger leur monsieur en Chine. Le Japon, la même chose. Est-ce que vous avez déjà entendu une cour pénale européenne? C'est toujours des cours qui n'enregistrent que le problème européen, et ils trouvent leur solution là-bas. Vous n'allez jamais voir tout ça, quelqu'un de, je sais pas moi, un Américain venir être jugé là-bas. Il y a certainement des instances judiciaires internationales, il faut le reconnaître, mais généralement pour des affaires civiles. Généralement pour des affaires civiles, mais en tout cas pas vraiment au pénal. C'est peut-être la première expérience avec la CPI. Peut-être la première expérience. Nous parlons de la problématique de la CPI. La CPI est une cour malheureuse, une cour africaine. En réalité, parce que ça ne concerne que des problèmes africains. Un peu des problèmes orientaux, mais principalement des problèmes africains. Jean-Pierre Bemba a quitté. Laurent Gbagbo a quitté. Mais c'était avec pompe qu'on les a arrêtés. Avec pompe qu'on les a placés là-bas. Pour quelle raison? Pour quel motif? Jamais. Les plaignants dont on parle, vous savez les plaignants, les témoins dont on parle, vous savez ces plaignants-là, généralement les plaignants, les témoins sont d'une manière ou d'une autre subventionnés par ces ONG. Subventionnés par ces ONG qui elles-mêmes sont financées par les puissances internationales. Et vous voulez avoir une sorte de sérénité. C'est pourquoi moi je dis ceci. Il est temps que l'Afrique crée sa propre justice, sa propre cour pénale africaine. Sa cour africaine de justice. C'est possible d'avoir une cour africaine de justice,
mais aussi une cour pénale africaine. Quand nous avons une cour pénale africaine, ça nous aide à faire quoi en fait? Ça nous aide à faire ceci. Ça veut dire, ça va régler des problèmes de guerre. Voyez-vous? Ça va, parce que moi je pensais à une cour pénale internationale qui s'ouvre à tout. Disons à une cour pénale africaine qui s'ouvre à tout. Ça veut dire du côté militaire, mais aussi du côté politique. Je m'explique. On dit Jean-Pierre Bemba, qui est congolais, un sujet congolais, va s'aimer la terreur. Hein, excusez-moi de le dire, mais on va peut-être prendre cet exemple-là. Jean-Pierre Bemba, sujet congolais, va s'aimer la terreur en Centrafrique. Alors, la problématique va être gérée où? Au niveau de la Cour pénale africaine. La Cour pénale africaine va récupérer Jean-Pierre Bemba, parce que comme tu es congolais et que tu as commis des histoires en Côte d'Ivoire ou en Centrafrique ou au Sénégal, tu seras jugé au niveau de la Cour pénale africaine. Mais comment est formée la Cour pénale africaine? La Cour pénale africaine, à mon avis, va être formée par qui? Par les meilleurs juges de l'Afrique. Chaque pays signataire enverra ses fils et ses filles pour finalement composer cette cour-là. On aura un parquet et puis on aura finalement une cour. Alors quand on a un parquet et quand on a une cour, ça nous permet d'asseoir une justice africaine. Le serment que les juges et les procureurs vont devoir prêter devant la Cour pénale africaine va être un serment de détachement de leur pays. Ça veut dire qu'ils se soustraient de leur pays et ils jurent de ne travailler que pour le compte et l'unité de l'Afrique, pas l'unité de leur pays. En fait, les hommes qui viendront des pays africains ne seront pas les représentants de ce pays-là, non. Ça sera les enfants, les fils et les filles de l'Afrique qui vont concevoir un plan de justice africain. Et ils vont travailler pour éradiquer tous ces problèmes de coups d'État, tous ces problèmes de guérilla, tous ces problèmes de guerre. L'avantage, il est où l'avantage? L'avantage, c'est que les groupes armés que nous voyons ici vont être traqués par la puissance de la Cour. Je vais vous donner la ramification. Traqués. Or, quand les groupes armés seront traqués, les groupes armés seront obligés de dénoncer leurs commanditaires. En ces moments-là, l'Occident et tous ceux qui sont en train de parrainer cette histoire-là, eh bien, ils ne verront pas les jours. Ils ne feront plus ça parce qu'ils ne voudront pas qu'on les dénonce. Maintenant, la question va être, bon, ça, le parquet n'a pas de police. Oui, on aura finalement une armée africaine. Je pense effectivement avoir une armée africaine. En fait, ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire un peu comme Sékou Touré, un peu comme Julius Nyerere. Je suis en train de parler un peu comme tous ces gens-là, un peu comme tous ces panafricanistes éclairés qui pensaient à une Afrique comme un État africain. Parce qu'il faudrait muter de nos petits micro-États en un grand État qu'on appellera un État africain. Je ne suis pas d'accord avec le dit, je ne suis pas d'accord, mais je trouve que ça sera un mimétisme. Dire États-Unis, les États-Unis d'Afrique. Ça va être une sorte de, on va dire, bon, vous voulez copier. Nous pouvons appeler ça un État africain. L'État africain. L'État africain sera finalement un État supra-État. Ça sera un État supérieur à tous les autres États, qui aura une représentation, qui aura un parlement africain, on l'a déjà, qui aura une cour pénale africaine, on l'a déjà. Disons, on aura une cour pénale africaine, on l'aura. On aura peut-être un tribunal africain, on pourra l'avoir, parce qu'il faut donner à des gens un second, tous les 2 degrés. On pourra avoir une armée, mais cette armée africaine va servir de police, mais d'armée aussi. Ça veut dire, lorsque le Rwanda est menacé, ou l'Ouganda est menacé, l'armée africaine peut aller, parce que c'est une armée neutre. C'est une armée de l'Afrique composée de tous les fils et toutes les filles africains. Ces enfants-là vont aller combattre pour l'intérêt de Rwandais, ou l'intérêt de Burundais, ou l'intérêt des Congolais menacés. Et cette armée va exécuter les ordres de la Cour pénale africaine. L'avantage de cette armée va être lequel? L'avantage va être celui de dire que on n'aura plus les choses, oh non, on a demandé à l'Union européenne, on a demandé à la France. Non, ça sera notre armée. Du moment où il y a un État qui se désolidarise de micro-États, qui se définit comme un véritable modèle et qui définit le modèle économique, le modèle judiciaire, le modèle des infrastructures, ben on n'aura plus de problème. Comme ça, aucun fils d'Afrique ne va être jugé en dehors de l'Afrique. Il va être jugé ici en Afrique et le problème va être résolu ici en Afrique. La problématique maintenant, c'est la problématique de la naissance de cet État-là. Parce que les puissances étrangères ne voudront pas qu'on crée un État comme ça. Ils ne voudront pas.
Ils ne voudront pas parce qu'ils savent qu'en créant un État comme ça, c'est fini. On va mettre terme avec vos histoires de Banque mondiale et de FMI. On mettra terme à ça. Comment vous imaginez que nous sommes en Afrique et c'est la Banque mondiale qui aide 80% ou 70% des projets? Excusez-moi de vous le dire, mais c'est une sorte d'imbécilité. On ne peut pas comprendre ça. Lisez le livre de Ndambisa, si je ne me trompe pas. Le livre, c'est Aide fatale. Je crois que c'est Ndambisa ou j'ai mal prononcé le nom. Mais le livre, je le reconnais encore. Le livre s'appelle Aide fatale. Aucun pays ne peut se développer avec de l'aide. Aucun pays ne se développe avec de l'aide. Le pays se développe avec l'effort, avec le travail, pas avec de l'aide. Le pays se développe avec la conscientisation de son peuple. La conscientisation, l'utilisation et l'exploitation, la bonne exploitation de son propre peuple. Parce que c'est la première ressource sur laquelle un pays se fonde. Nous devons d'abord définir ça. Développer notre système économique. Or, pour développer notre véritable système économique, il faut seulement permettre à ce qu'il y ait la libre circulation des biens et des personnes. Il faut que quelqu'un soit capable de quitter le Sénégal et pour arriver jusqu'à Bolobo, à l'intérieur de la RDC. Que quelqu'un arrive à quitter le Mali, Tombouctou, je ne sais pas moi où, qui peut aller jusqu'au nord, vraiment en tout cas au nord de je ne sais quel pays, Libéria ou je ne sais quel pays, au Togo ou au Tchad ou au Niger. Ça veut dire un produit du Niger doit être en mesure d'être vendu à Kinshasa. Un produit de la Côte d'Ivoire doit être en principe libre de circuler de la Côte d'Ivoire jusqu'au fond du Rwanda. Et toutes ces choses doivent se passer dans la terrestre. Ça veut dire qu'un citoyen peut quitter le Rwanda, il dit, bon, moi je vais aller au Sénégal et je vais prendre la route. Et il prend la route. Et il arrive, il n'y a pas de problème de coupeur de route, il n'y a pas. Si nous arrivons à développer ce problème-là, ben les choses vont changer. Et j'ai oublié, il faut qu'il y ait une instance écologique. Oui, une instance supérieure qui regardera nos problèmes écologiques. Parce que nous avons beaucoup de problèmes de nature ici, des problèmes écologiques ici. Nous déboisons sans reboiser, nous faisons des choses. Et puis, il faudrait trouver une politique comme ça. Une politique de contraintes pour lutter contre le braconnage, pour lutter contre tout ça. Donc, moi, à un moment donné, la question de Laurent Gbagbo, je ne souris pas, en fait. Mais je vois 10 ans pour rien. Monsieur Laurent Gbagbo, 10 ans pour rien. Mais monsieur Laurent Gbagbo n'a pas fait cette guerre seul. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était une histoire, mais je ne comprends pas. L'armée loyale. Vous êtes président de la République et on donne raison à celui qui veut... Mais attendez 2 secondes, on va dire quoi? On va dire non, c'était une question de vérité des urnes. Et non, il n'y avait rien à voir. Vous le savez, il y a certes eu de problèmes en Côte d'Ivoire. Je vais bien. Il y a certes eu de problèmes en Côte d'Ivoire. Mais nous avons tous, en Afrique, été embarqués par ce que la communication internationale nous avait dit. Les médias internationaux ont présenté Laurent Gbagbo comme un rebelle. Et c'est rentré dans la tête de plusieurs personnes. Les Ivoiriens eux-mêmes savent que Laurent Gbagbo n'était pas aussi ce monstre qu'on voulait faire croire aux gens. Comme la France voulait installer Ouattara, ben la France est allée comme elle voulait. Et comme elle a les grands médias, ces grands médias sont français. Mais que voulez-vous? Ils vous anarquent, ils vous disent des choses. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique doit définir son propre modèle de communication aussi. Ce n'est pas possible qu'un continent comme l'Afrique se base, s'informe par un média étranger. Excusez-moi de vous le dire, mais il faut quand même qu'à un moment donné, qu'on arrive à se dire les vérités. Un si grand média comme un si grand continent comme l'Afrique n'a qu'une seule ressource en termes d'information. C'est les médias étrangers. La RFI, France 24, TV5. Mais ce sont des médias étrangers qui ne vous parleront jamais du bien de vous. Mais jamais. Ils vont faire le semblant de parler de quelques petits projets en Afrique, et ainsi de suite. Et c'est eux qui, imaginez, c'est eux qui réfléchissent sur votre développement. C'est eux qui choisissent vos présidents. Quand ils veulent faire de vos présidents des bonnes personnes, ils vous le font. Vous avez vu ce qu'on a fait à Mafuguli? Vous avez vu le président tanzanien? On a dit, le monde célèbre un président qui a divisé. Parce que le président de la Tanzanie n'était pas très souvent un bon élève de l'Occident. Et là, pour l'Occident, lorsqu'un président africain ne rentre pas dans leur philosophie, c'est un homme à battre. Et nous, la population, nous, les populations, nous pensons que c'est un monsieur mauvais parce qu'on nous présente ce monsieur-là comme un dictateur. L'Occident présente toujours des présidents qui ne rentrent pas dans leur ligne comme des dictateurs. Et en ce moment-là, ils créent des opposants.
Ils accordent beaucoup plus de paroles aux opposants. Ils créent des mouvements subversifs et des ONG pour leur permettre de dire oui, ils sont là. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Lorsque vous verrez un président insulté, négligé, torturé par l'Occident, il se peut que ce soit un bon président. Il se peut que ce soit un bon président. On peut encore douter. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un président qui rassure leurs intérêts. Si un président assure l'intérêt, un président africain qui assure l'intérêt de la France, l'intérêt de l'Angleterre, l'intérêt de la Belgique ou de l'Amérique, ce président peut rester pendant 40 ans au pouvoir, le cas de Bongo. Il peut rester longtemps parce qu'il garantit les intérêts occidentaux, il n'y a aucun souci. Un président qui protège les intérêts de la France et des étrangers peut rester longtemps au pouvoir sans problème, comme Sassou Nguesso. Un président qui conserve, qui protège les intérêts de l'Occident peut rester longtemps au pouvoir, comme le cas de Théodore Obiang, comme le cas de la famille Yassingbe, comme le cas de la famille de Bongo. Oui, ils peuvent rester longtemps. L'Occident ne pose jamais des questions sur la nature d'un président quand ça les intéresse, comme le cas de Kabila quand il est entré. On ne pouvait pas dire il est petit, il est jeune, il n'a pas d'expérience, il n'a pas d'argent. Ce n'était pas leur problème. Leur problème, c'était lui qui allait résoudre le problème. Parce que c'était un monsieur qui rentrait dans leur philosophie. Mais quand Kabila a commencé à tourner les dos à l'Occident et à regarder à l'Orient, on a sorti tous les noms de Kabila. Maintenant, c'est un dictateur. Maintenant, il est un dérive. Maintenant. Et vous avez compris tous. Hein? Ezala Bongo. Lorsque l'Occident ne trouve plus son intérêt, Nakata président Moko a créé là quel problème. Il président à dictateur. Et Bango va financer un programme, il y a opposants. C'est pourquoi vous allez voir, tous les opposants africains sont comme des petits enfants. Ils sont comme des petits enfants qui font la queue dans l'ambassade. Il y a pas pays, ils sont là derrière les ambassades. Les opposants, hein, en train de suivre un ambassadeur. Est-ce que savez-vous ce que ça veut dire un ambassadeur? Un ambassadeur, ça veut dire. Hein? Attends, qu'est-ce que je veux dire? J'essaie vraiment pas. J'essaie de dire un truc. J'essaie de trouver un mot qui va être bien. Mais bon, on va laisser ça pour ne pas choquer. Mais rassurez-vous au moins d'une seule chose. Hein? L'Occident ne pensera jamais le développement de l'Afrique. Jamais. Si vous pensez à une chose pareille, allez à l'hôpital, quand vous traite, vous avez un problème. L'Afrique va se développer et doit se développer tout seul. Il y a un Ivoirien qui a écrit un véritable livre, un bon livre que je n'ai pas lu malheureusement. J'ai lu le titre et j'ai lu le résumé, mais je n'ai pas lu le livre. Alors celui qui aura la possibilité de m'envoyer ces livres-là, je suis en train de les chercher sur Internet et puis je crois avoir oublié le titre. Mais il parle plutôt du sommet de l'Afrique. C'est un Ivoirien, il dit, si l'Afrique se réveille, hein, ne l'empêchez pas de se réveiller, mais laissez-le quand même dormir. Il essaie d'expliquer un truc, mais c'est bien le livre. Si vous en avez et que vous vous rappelez du titre, veuillez me l'envoyer. Donc, voilà pourquoi nous disons que le président Félix Tshisekedi, comme président de l'Union africaine, voici ce qu'il doit faire en réalité. Ce qu'il attend, la tâche est lourde. La tâche est lourde. Lui-même, le président Félix, est un cas d'école. C'est un cas d'un produit rejeté par l'Amérique, rejeté par les puissances étrangères. Ce n'était pas quelqu'un qui était choisi par eux. L'Occident avait son choix. L'Occident avait déjà son candidat. Le candidat de l'Occident avait promis à l'Occident le code minier. C'était le choix déjà, c'était décidé. Mais par miracle en tout cas, aux élections, les choses ont changé. Les gens ont choisi Félix Tshisekedi. Et il est devenu président de la République au détriment des choix de l'Occident. Maintenant, l'Occident se tourne vers lui. Tout le monde veut l'avoir chez lui. On veut l'inviter par-ci, par-là. Mais Félix Tshisekedi, en tant que président de la RDC, ne doit pas oublier sa mission historique sur l'Afrique. Ne serait-ce que de poser les jalons. Peut-être lui ne le fera peut-être pas, mais nous voulons que Félix Tshisekedi pose la problématique de la création d'un autre État, d'un supra-État africain. Quand je dis un supra-État africain, je parle de mécanisme de l'État. Je ne parle pas d'une terre, d'un territoire. Je ne parle pas de ça. Je parle ici, d'une banque africaine. Pas faites vos histoires là d'un démembrement de la Banque mondiale. Excusez-moi de vous le dire. Je parle d'une véritable banque africaine. Je ne parle pas des parodies des banques de développement. Je vous parle véritablement d'une banque africaine.
Je parle d'une économie ouverte à l'Afrique. Je parle ici des infrastructures reliant toute l'Afrique. Si tout le pays pouvait s'accorder dans la logique Wana, je vous dis, vous allez vous rendre compte que ça va aller. Si tout le pays décide maintenant de créer des routes, maintenant, on doit créer 10 km en dehors de ses frontières, 10 km en dehors de ses frontières, 10 km en dehors de ses frontières. Vous allez voir que les choses peuvent aller de l'avant. 10 km, 10 km, 10 km en dehors de vos frontières. Ça va aider aux autres de se rallier à vous et vous connecter. Et l'Afrique tout entière va être connectée. Ça permet la facilitation, entre guillemets, de l'aide, de l'intervention. Ça permet facilement Bilokwana. Et nous voulons avoir des compagnies d'aviation africaines. Il ne faut pas que l'Afrique commence à acheter les avions à l'Occident. Nous pouvons créer des compagnies là, ici. Parce que c'est l'Afrique qui est le poumon de toutes ces richesses-là. C'est ici qu'on a 80% ou sinon 70% des matières qui créent, qui fabriquent les avions. L'Afrique peut créer ça. Nous voulons avoir des véritables usines de fabrication des véhicules. Pas d'assemblage, mais usines de fabrication des véhicules. Je ne vous parle pas d'assemblage, je vous parle de fabrication des véhicules en Afrique. On peut en avoir. Le président de la République ne pourra pas tout faire pendant qu'il est président de l'Union africaine. Mais le président pourra ne serait-ce que poser la problématique pour que son successeur, quand lui viendra, qu'il essaie de mettre en place. Je suis convaincu qu'après 5-6 présidents au niveau à la tête de l'Union africaine, les choses peuvent changer. Nous devons avoir ça. Nous devons, nous, avoir une usine qui fabrique des armes en Afrique. On ne peut pas nous interdire ça. Pourquoi on va nous interdire? Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons des idées comme ça? Est-ce que nous pensons à ça? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que la véritable souveraineté qui consiste à la capacité de la recherche, à la détermination de la souveraineté ou de la liberté de la pensée, est-ce que nous avons ce souci-là? Mais si nous ne l'avons pas, ça va être compliqué. Bonne santé au président Laurent Gbagbo. Bonne santé à M. Charles Blé Goudé. Vous êtes certainement africain. Pas forcément ivoirien, mais vous êtes africain. Et moi, personnellement, vous ne me connaissez pas. Mais je peux vous garantir que vous êtes des cas d'école pour nous. Vous êtes des cas d'école pour nous. Et nous estimons que la lutte va continuer. Parce qu'il faut doter à l'Afrique de vrais instruments de développement, d'épanouissement, d'autonomie et de souveraineté. Je n'ai pas parlé des présidents africains, leur gouvernance, parce que ça aussi, il faudrait en parler un jour. Le style de gouvernance que vous avez. Si la gouvernance ne se repose pas sur le bien-être, si la gouvernance s'assoit sur le pillage systémique, le coulage et bien d'autres choses, eh bien rassurez-vous que nous aurons toujours à reculer parce que les Occidentaux trouveront des raisons. Mais si nous définissons un véritable modèle de gouvernance basé sur la recherche du bien-être, la recherche de l'épanouissement, la conquête du bien, du vrai et du beau, l'Afrique peut se développer. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'Afrique pour cette fois-ci. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso, biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo noteka. Baloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kolia dino kanyo. Kolia na abeti. Chokona yo.
m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nani azali awa? Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyo kuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toyembali, Loyembolonde Yalisa.